Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va parler de l'industrie musicale, de tout ce qu'il y a d'étrange autour de cette industrie, et aux différences de traitement qui sont apportées aux musiciens selon qu'ils portent allégeance ou au contraire pas du tout à cette industrie. Alors, on va commencer par le musicien Oliver Tree. Alors, ce qui me fait vraiment flipper, c'est que l'IA Gemini 3 Flash, j'ai beau lui mettre une copie d'écran, donc une source de Wikipédia, de la BBC. Je vais vous montrer donc Wikipédia, hein, mort le 14 juin 2026 à 32 ans. Ici un article de la BBC, hein, bbc.com, qui nous confirme sa mort. Ici un article du Guardian. Ici c'est AFP en espagnol, la chaîne YouTube. Et ici France 24. Bon, j'ai pas encore vu d'article de l'AFP France ou de Reuters, mais quand même ça me paraît assez crédible tout ça. Et GPT, enfin Gemini, j'ai insisté, il est toujours en mode, alors là il est en mode full complotiste entre guillemets. Il me dit ouais non mais je comprends hein, ce que tu montres, mais en fait c'est probablement une campagne de désinformation extrêmement sophistiquée, hein, probablement orchestrée par l'artiste lui-même ou son équipe pour la promotion de son nouvel album. Alors il dit que l'image du crash, c'est une véritable photo d'un accident survenu au Brésil, mais en janvier 2024. Elle n'a aucun lien avec Oliver Tree. Ils me disent carrément que les articles n'existent pas, alors que je lui sors quand même du bbc.com ou theguardian.com. Bon. Alors, si vraiment le mec revient dans quelques jours et que tous ces journaux ont partagé sa mort, c'est que vraiment, soit il y a quelque chose qui va pas du tout, soit c'est une nouvelle expérimentation, un peu comme Orson Welles sur la BBC il y a presque un siècle, hein, qui avait dit que les extraterrestres envahissaient la Terre, et puis après, enfin il y avait des gens qui s'étaient jetés par la fenêtre, etc. Il avait dit après, non, c'était une fiction, hein. Ah oui, non, désolé. Bref, donc si Oliver Tree est bien mort, quels pourraient être, au conditionnel, hein, des motifs? Alors il a été très longtemps chez Atlantic Records, il y a eu un conflit légendaire et très médiatisé avec ce label. Il les accusait de retenir son premier album et de l'empêcher de sortir sa musique. Alors lui, dans ses clips, vraiment, il allait contre tout ce qui est commercial. Ce qu'il faisait n'avait aucun sens, etc. Alors paradoxalement, ça entretenait le buzz. Pourquoi Gemini doute qu'il soit mort? Parce qu'il a déjà dans le passé trollé beaucoup de gens en allant à ses propres funérailles, en faisant croire qu'il était mort déjà, etc. Mais là, ça semble quand même être le cas. Donc, il avait eu un conflit avec sa maison de disques, et sa première grande tournée mondiale, là, qu'il allait faire, était présentée comme sa dernière avant sa retraite, entre guillemets. Alors, il joue sur l'ambiguïté de son statut contractuel. Je pense pas qu'il sorte ça en indépendant, son dernier album. Il y avait quand même encore le soutien d'Atlantic. Mais en même temps, si on va sur sa fiche Wikipédia, il était donc sur ce tout nouvel album nommé Love You Madly, Hate You Badly, qui paraîtra seulement en version digitale en avril 2026 sous le label d'Oliver Tree lui-même, Alien Boy Records. Donc oui, il a quand même mis un gros doigt d'honneur, je sais pas s'il était encore sous contrat avec, mais si, il l'a bien sorti lui-même en indépendant et pas chez Atlantic Records. Et ce qu'il n'aurait pas apprécié, je sais pas, je dis ça au conditionnel. Ce qui est intéressant, c'est que il avait écrit en 2020 un morceau qui s'appelle Life Goes On, et si ma mémoire est bonne, Tupac avait écrit un morceau qui avait un titre similaire, et Tupac est quand même mort très bizarrement. Il avait un conflit de label aussi à l'époque. On pourrait dire la même chose de Michael Jackson, Prince et d'autres, hein, malgré le fait qu'on nous traite toujours d'horribles complotistes quand on dit ça. Je vous assure que l'industrie musicale à un certain niveau est vraiment diabolique. Donc oui, ça étonne toujours ceux qui nous traitent de complotistes, mais voilà, c'est déjà arrivé dans le passé quand même. Donc, officiellement, hein, on nous dit que à l'occasion de sa première tournée mondiale, il était au Brésil, et le 14 juin, 2 hélicoptères entrent en collision au-dessus d'un quartier de Rio de Janeiro. Alors pourquoi là, ce serait moins probablement une blague que d'habitude, c'est qu'il y a quand même qui sont annoncés morts aussi, le youtubeur argentin Gaspi, et 4 autres personnes. Voilà, il n'y a aucun survivant, quand même si c'était
une mise en scène. Il n'y a pas que lui quand même dans l'histoire, donc je vois pas pourquoi. Hein. Ok, donc lui, qui était un original dans l'industrie musicale, ça a plu peut-être pendant longtemps, tant qu'il faisait des chiffres exceptionnels et qu'il était chez Atlantic. Mais à partir du jour où le mec sort son truc en indépendant, bizarrement, il est rayé de la carte. Est-ce que vous vous souvenez que Prince avait fait pareil? Il était plus du tout d'accord avec son label. Et il avait sorti un album en 2006 ou 2007, disponible gratuitement en téléchargement sur son site web. Et il avait fait un deal avec un journal, je sais plus si c'était Elle ou Marie-Claire. Le CD était inclus gratuitement dedans, donc c'est lui qui avait choisi ça. Donc il faisait aussi un gros doigt d'honneur à l'industrie. Et Prince, qui était en super santé, qui ne se droguait pas, etc., il est mort très bizarrement aussi dans l'ascenseur de sa maison. Parallèlement à ça, donc, tout le monde me disait récemment « Ah, est-ce que tu as écouté Angine de Poitrine? Est-ce que tu connais ?» Alors, Angine de Poitrine, ils sont signés sur le label Microclimat, qui est un label indépendant assez respecté en France. Donc ils ont quand même une structure professionnelle derrière eux, hein, pour la distribution et la promotion, mais ils gardent une grande liberté artistique indépendante, entre guillemets. Mais je me suis dit immédiatement avec Angine de Poitrine, tiens, ouais, c'est pas juste un groupe comme ça avec deux mecs sortis de nulle part qui tout d'un coup font le buzz. Hein? Non, je me suis dit, ah! Ouais, alors ça a beau nous être présenté de manière humoristique, pseudo-humoristique, ce que tu veux, ils font quand même ce putain de signe dit Illuminati. Donc ici, l'album Sherpa. Ici, on a une belle pyramide en arrière-plan. Ici, je vais vous mettre le début d'une représentation en live de Angine de Poitrine. Regardez les signes qu'ils font au début. C'est quand même très très clair. On a beau dire c'est humoristique ou je sais pas quoi. Pour moi, c'est très très clair. Alors, en plus, Angine de Poitrine, ça ressemble un petit peu... Ça me fait penser au Covid, moi. Je sais pas vous, le terme. Hop là. Regardez les signes qu'ils font. Regardez-moi tous ces cons qui savent même pas ce que ça signifie, qui font le même signe et tout le monde fait semblant que non. Mais non, ils font ça pour buzzer, voilà. Donc on parle d'eux et ça fonctionne. Non, pour moi il y a autre chose. Je suis désolé. Alors d'ailleurs leur musique, hein, qui pour moi est microtonale, elle me fait un petit peu penser à des groupes comme Magma des années 70-80 qui sont toujours actifs aujourd'hui. Ils avaient inventé leur propre langue, hein. C'était aussi des sortes d'onomatopées quand ils parlaient, quand ils chantaient. Et on a des pochettes intéressantes, hein. Magma d'ailleurs, aussi quand on y pense. Ici on a quand même une jolie pyramide avec à gauche le Baphomet, à droite une sorte d'ange. Ici un live de Magma avec une sorte de pyramide en arrière-plan. Ici on a quand même une pyramide qui est figurée derrière cette photo de Magma. Ici dans celle-ci on a l'œil d'Ougjat, hein, en arrière-plan, ou l'œil d'Horus, qui est quand même un signe occulte aussi assez utilisé par ces gens-là. Et c'est souvent, comment dire, quand ce type de musicien arbore ces signes, ou ces symboles, que leur carrière décolle vraiment. Vous vous souvenez, Daft Punk, je crois que c'était leur live en 2007. Ils faisaient leur DJ set dans une pyramide inachevée, hein. Ici, j'ai une copie d'écran. Ici, j'avais un extrait d'un DJ set de Thomas Bangalter avec DJ Mehdi, avant que, là aussi, il meure. Il y a vraiment des gens qui meurent bizarrement dans la musique. DJ Mehdi, il fait une fête, il y a sa mezzanine en verre qui s'effondre sur lui, il meurt. Quelque chose qui est passé assez inaperçu aussi. Il y a un des deux musiciens d'un groupe de French Touch qui s'appelait Cassius. Voilà, il fait une fête dans son appartement parisien de la rue Colincourt et il tombe du balcon. Oh bah dis donc. Enfin, je veux dire, il y en a vraiment qui n'ont pas de chance. Et regardez, donc, c'est DJ Mehdi là.
en arrière-plan qui fait le signe aussi de la pyramide. Et à un moment, Thomas Bangalter le fait aussi, Pedro Winter aussi, si je me souviens bien. Voilà. Alors, encore une fois, hein, est-ce que ils arborent avec ce signe leur liberté un peu anti-système, et en faisant ce signe, ils se moquent de l'ordre, enfin du système qui représente l'ordre, en reprenant certaines symboliques? Ou est-ce que c'est bien leur symbolique à eux, un peu anarchisante, et ils montrent de cette façon qu'ils sont libres, et qui sont là pour libérer l'individu, paradoxalement par le chaos, par la libération par la musique, blablabla, etc. Et est-ce que c'est à partir de ce moment-là où certains peuvent commencer à avoir des problèmes parce que les industries comme... Alors non, l'industrie musicale quand même, on peut pas dire qu'ils n'utilisent pas ces signes, parce que quand on voit Katy Perry, etc., qui sont adoubés avec la symbolique égyptienne, qui c'est aussi, que j'ai comme exemple qui vient en tête, Steve Vai, hein. On a bien une jolie pyramide au-dessus, là, dans cet album de 1990, Passion and Warfare. Bon, lui, il lui est rien arrivé à Steve Vai, par exemple. Tout ça reste à investiguer, mais angine de poitrine, ils se mettent à décoller massivement, et il se trouve qu'ils font ces signes aussi, de reconnaissance. On ne sait pas à qui c'est destiné, enfin, comme toujours. Mais voilà, il y en a plein, des mecs comme ça, dans une cave, qui sont doués, et ils décollent pas comme eux, donc voilà. Et à côté de ça, donc, on a des mecs comme Oliver Tree qui essayent de se séparer de leur label et qui meurent brutalement. Ça nous rappelle d'ailleurs un petit peu la mort de Daniel Balavoine en 86. C'était une histoire d'hélicoptère aussi, hein. Il était... Alors lui, Balavoine, il était au sommet de sa gloire à l'époque. Il était en plein cœur de l'opération Action École. Il voulait installer des pompes à eau solaire dans des villages d'Afrique pour lutter contre la famine. Il utilisait donc sa notoriété pour bousculer le gouvernement et l'opinion publique sur la situation en Afrique. Il dérangeait aussi un petit peu Mitterrand, je pense, sur les plateaux TV quand même. Et il prévoyait plein de choses pour la suite, hein. Il voulait s'exporter à l'international et travailler sur des versions anglaises de ses propres titres. Il était fasciné par les nouvelles technologies. Il voulait utiliser un des premiers échantillonneurs, le Fairlight, et souhaitait pousser encore plus loin l'expérimentation sonore électronique. Il avait également le projet de créer un groupe international avec des musiciens anglais pour se détacher un peu de son image de chanteur à voix français et devenir un artiste pop-rock mondial. Donc oui, il s'apprêtait vraiment à devenir un leader d'opinion, Balavoine, encore plus influent, hein, mêlant musique d'avant-garde et activisme de terrain. Et on peut dire quand même que sa mort a stoppé net, ce qui aura probablement été une transition vers une carrière internationale et un engagement politique de premier plan. Donc, qu'est-ce que vous pensez, vous, de Oliver Tree, sa mort, qui est quand même confirmée depuis une semaine, enfin, qui n'a pas été débunkée, en tout cas, depuis une semaine. Qu'est-ce que vous pensez du succès très brutal d'Angine de poitrine? Et le fait aussi, d'ailleurs, que leur musique soit microtonale, donc pour notre oreille occidentale, elle est déstructurante. Hein, quand je vous parlais, vous savez, du côté anarchisant, etc., libérer l'individu, mais aussi apporter le chaos, hein, dans la société. Leur musique est déstructurante à notre oreille. C'est pour ça aussi qu'elle paraît originale. C'est parce qu'elle est microtonale, comme l'est d'ailleurs naturellement la musique traditionnelle de Java, Sumatra, par exemple, ou certaines musiques indiennes, etc. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de tout ça? Et aussi du fait inquiétant que Gemini, malgré que je lui fournisse une source de la BBC, de The Guardian, de Wikipédia, et de l'AFP en espagnol, il me dit non, vous êtes face à un alternate reality game, me dit-il, ou une campagne de marketing virale de très haut niveau. Oliver Tree joue avec les codes de la post-vérité. Il n'est pas mort. Il est fort probable qu'il réapparaisse d'ici quelques jours ou semaines, peut-être avec un bandage, ou ressuscité pour sortir son nouveau clip. Pour faire un petit ajout, ici, il y a un article québécois qui dit « Angine de poitrine, sataniste, illuminati, franc-maçon, calice, c'est des musiciens, Sylvain. Le Québec est-il devenu une place de débiles ? C'est la question que se pose Sylvain Bouchard devant le déferlement de haine et d'agressivité suscité par le groupe Angine de poitrine. » Alors,
c'est typique, ça, de notre époque. Regardez l'état du monde déjà aujourd'hui et le fait que les politiciens nous ont trahis. Comment voulez-vous déjà dans l'absolu que les gens aient une totale confiance dans tout ce qui est figure d'autorité et qui montre des signes comme ça? Déjà, on n'est plus dans le monde d'avant où on pouvait se permettre de faire tout type de signes sans qu'il y ait aucun souci. Mais est-ce que c'est vraiment de la haine ou de l'agressivité qu'ils subissent? Et si c'est ça, enfin vraiment c'est de la connerie. Moi je veux dire, je les laisse tranquilles. C'est pas parce qu'ils font des signes cabalistiques que je vais les embêter. Mais est-ce que c'est vraiment de la haine qu'ils reçoivent, ou est-ce que on dit que c'est de la haine comme pour d'autres choses, comme ceux qui veulent faire fermer les réseaux sociaux, etc. Parce que dès qu'on remet en question quelque chose ou qu'on se pose des questions simplement, c'est un déferlement de haine. Non, les gens, ils ont envie de savoir. Éventuellement, ils sont un peu énervés de tous ces signes cabalistiques que beaucoup de musiciens font depuis des années. En fait, bien sûr, ils sont énervés. Essayez de comprendre, c'est vous les débiles. Vous faites des signes de reconnaissance pour dialoguer, pour vous reconnaître entre vous. Donc, c'est un schéma élitiste. Hein. Vous ne dites pas aux gens de l'extérieur ce dont il s'agit. Vous ne dites pas ce que ça signifie. Donc, les gens, oui, se sentent exclus naturellement. Et ils sentent que vous n'assumez pas ce que... Les gens n'aiment pas ça. Vous affichez des choses, vous n'assumez pas le fait de cacher la signification de ça aux gens. À la limite, vous devriez dire publiquement pourquoi vous êtes là, pourquoi vous faites ces signes. Non mais je veux dire, je fais le naïf, mais... ouais, tant que vous agirez comme ça... Alors eux, peut-être qu'ils profitent juste du buzz et qu'ils font ça pour déranger, mais comme par hasard, c'est toujours dans le même sens. C'est un petit peu comme, vous savez, avec l'argent. Que ça soit dans des vides-greniers ou dans des supermarchés, etc. On vous rend très rarement de la monnaie en trop. Hein. C'est toujours de la monnaie en moins. C'est toujours pour vous... C'est toujours dans le même sens. Bah là, c'est pareil. Dès qu'il y a des signes un peu bizarres et tout, non, les mecs font pas des signes... qui n'existent pas, un peu originaux pour sortir de... Non, non, ils font des trucs qui ont déjà fait parler de ça dans le passé. Et voilà, non, c'est pas juste des musiciens. À la limite, voilà, t'as des musiciens, ils restent juste dans leur cave à faire des répètes et ils se sentent pas obligés de faire ce genre de signes mystérieux, cabalistiques, etc. Non, c'est pas juste des musiciens, Sylvain Bouchard. On a aussi une petite responsabilité des symboles qu'on envoie. Hein. Si quelqu'un arrivait sur scène et faisait le Heil Hitler, je pense que les gens n'apprécieraient pas. Hein, ou demanderaient des explications. Bah là, c'est la même chose. Qu'est-ce que ça a d'incroyable de demander... Et en plus, si c'est une stratégie marketing, ça fait partie de la stratégie marketing, alors de demander... Oh, t'as vu, angine de poitrine, qu'est-ce que... Tu crois que c'est des Illuminati, des machins? Voilà, s'ils en jouent et tout, bon bah après faut assumer, mais faut pas s'énerver pour ça. Je sais pas qui c'est, Sylvain Bouchard, mais dans tous les cas, il n'y a pas besoin de s'énerver en fait. Hein. Mais c'est juste des musiciens, bah non, c'est juste des musiciens qui font des symboles occultes dont tout le monde se demande ce que ça veut dire. Voilà, les gens sont naturellement un peu tendus parce qu'ils ont plus de quoi faire les fins de mois, etc. Un peu dans plein de pays du monde, donc voilà, ils sont tendus, c'est normal que tout ça, ça les énerve. Surtout quand ça fait réussir tout d'un coup un groupe. Voilà.